Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau podcast. J'ai avec moi un combattant de MMA, Mathieu Leto Duclos. Mathieu, comment vas-tu? Ça va nickel et toi? Salut tout le monde. Ouais, ça va. Eh ben, Toujours. je suis super content de t'avoir sur le podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation, Mathieu. C'est un plaisir de te présenter donc à la communauté d'After Fight. Un plaisir partagé en tout cas. Alors, Mathieu, t'es un combattant de MMA, mais comme se veut la tradition chez After Fight, je demande toujours aux combattants comment tu as connu le MMA. Moi, ça s'est fait au travers de YouTube principalement. Je regardais des combats sur Internet, ça m'a hypé et à un moment on était tellement hypé qu'avec un pote on s'est vraiment mis dedans, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'entraîne et puis on s'est trouvé une salle rapidement, puis on s'est lancé quoi. Ça s'est fait assez sur un déclic un petit peu. Alors, tu as quel âge? J'ai 28 ans. 28 ans. Alors, quand tu dis que tu as découvert le MMA sur YouTube, le premier combat qui te vient en tête, c'est quoi? Est-ce que c'est l'époque de Kimbo Slice ou c'est bien avant, c'est Ouais, bien c'est là que je les après? avais vus. Ouais, c'est là que je les avais vus, mais c'est pas forcément ceux qui m'avaient motivé. Moi, ce qui m'avait motivé, c'était les combats de Melvin Manoff. Melvin Manoff, à l'époque où il était sur le circuit MMA et kickboxing, putain, il KO'tait tout le monde et c'était super impressionnant. C'est vraiment le truc qui m'a donné le déclic, moi. D'accord. Et donc là, on est en quelle année à peu près? T'as quel âge à ce moment-là? Je crois que j'avais 21 ou 22 ans quand j'ai découvert le MMA. Donc, il y a environ 6 ans. Ok. Et donc, t'as été dans une salle directement par la suite? Ouais, tout de suite. Tout de suite, j'étais dans une salle. Dès que j'ai vu la vidéo avec mon pote, on a dit, il faut qu'on trouve une salle. Il m'a dit, Eh, j'ai trouvé un truc sympa, apparemment, c'est à Arras. J'ai dit, ah ouais, bah écoute, on y va, on teste. On a testé la semaine même, un ou deux jours après, on y était. Et ça s'est bien passé. On est resté là-bas et on s'est entraîné, puis on a combattu très rapidement pour la salle. Et du coup, t'as direct accroché. Comment Ouais. s'est passé Ouais. les premières mises de gants, les sensations? Alors, au début, c'était dur hein, parce que moi, j'étais juste physique, quoi. J'étais juste une brute. Donc forcément, au début, quand t'es une brute, soit t'es plus fort que l'autre physiquement, soit t'es moins fort et du coup, tu morfles. Ça va, j'avais la chance d'être un des plus lourds, parce qu'à l'époque, je pesais environ 110 kilos, un truc comme ça. J'étais lourd. Et donc ça va, souvent c'était moi le plus fort physiquement, mais dès que je tournais avec les professeurs ou bien que je tournais avec les anciens, ah, c'était compliqué, hein, c'était dur. Les mecs, en fait au début je me démerdais parce que j'avais du physique, ensuite je cramais, j'avais plus rien, puis ils me mettaient la branlée quoi. Et Mathieu, plus jeune, pendant la période de sa scolarité, il était comment? Est-ce qu'il aimait la bagarre? Est-ce qu'il était calme? Non, j'étais pas très calme, j'étais vraiment une sale bête, mais ça va, j'étais pas genre un vrai mauvais garçon, genre j'étais pas non plus au point de bagarre, pas non plus au point de trucs vraiment dangereux. Si je faisais quelques petites bagarres de lycée, des bagarres de collège, mais vraiment rien de conséquent. C'était vraiment plus entre guillemets un petit con qu'un vrai mec qui était mauvais, qui était dangereux et tout. Donc, voilà, pas une brute épaisse quoi. Et en parallèle, t'as fait du sport, du football, du rugby peut-être, vu que tu m'as dit que tu étais pas loin des 100 kilos, j'imagine que c'est Ah, peut-être... j'étais au-dessus des 100 kilos, même, Ouais, largement. En fait, j'ai touché un peu à tous les sports quand j'étais petit. Je m'inscrivais, je restais soit quelques mois, soit un an maximum, mais en fait, après, je changeais parce que c'est pas des sports qui me convenaient. J'étais pas vraiment à fond dedans. Le premier sport qui m'a vraiment marqué, où j'ai vraiment commencé à m'appliquer, c'était dans la musculation, la force esthétique. En fait, c'est juste où tu dois soulever les barres les plus lourdes possibles. Donc forcément, quand tu es lourd, tu soulèves plus lourd. Donc, je mangeais comme un malade. Je soulevais des barres, des grosses barres et c'est le sport qui m'a, on va dire, donné une bonne base physique. Et ensuite, ça m'a vite saoulé, parce qu'en fait, c'est nul de soulever des barres, quoi. C'est assez lassant, il y a pas, c'est de la répétition, c'est toujours la même chose, il y a pas d'aléatoire, il n'y a pas de place il n'y a pas de rebondissement, en fait. Donc, c'est devenu très, très vite ennuyant. Et ensuite, j'ai fait ça pendant quelques années, puis après, j'ai switché sur les sports de combat. Et dans le MMA, ce qui te plaît, c'est le fait de rassembler justement tous les arts martiaux, ou il y a une partie que tu préfères, toi? Moi, j'aime vraiment tout l'aspect du MMA. J'aime vraiment tous les aspects du MMA. J'aime bien la lutte, j'aime bien le grappling, j'aime bien le striking, j'aime bien les transitions en Muay Thai et les transitions lutte au sol. J'aime vraiment tout. Et je trouve que justement, les mecs les plus agréables à regarder, c'est les mecs qui ont vraiment une fluidité dans tout, en fait. Ils savent passer d'un style à l'autre très rapidement, de manière fluide, sans déchets.
Et ça, c'est ce qui rend vraiment beau le sport et c'est ce que j'essaie de faire de mon côté. Même il y a encore beaucoup de travail, c'est ce à quoi j'aspire, c'est vraiment d'avoir, de parfaire mon art au point que ce soit vraiment fluide et très très beau à regarder et puis que je sois un des meilleurs. Et ce club, du coup, dans lequel tu as commencé, tu y es resté pendant combien de temps? Est-ce que tu as fait d'autres clubs par la suite? Aujourd'hui, on te connaît, on sait que tu fais partie de la team Warin. Mais avant de venir à ça, je voudrais retracer un peu le parcours de tes entraînements que tu as fait. Et alors dans le Nord, je suis resté pendant 2 3 ans dans la même équipe, il me semble. J'ai fait pas mal de combats, j'ai fait 18 combats avec eux. J'ai fait 15 victoires, 3 défaites, donc un palmarès correct pour un amateur, surtout que j'ai commencé tard, je venais de zéro. Et ensuite, il y a eu des différends dans le club avec le coach. Il y a pas mal d'élèves qui sont partis parce qu'il y a eu des soucis de gestion, entre guillemets, de la part du coach. Et pas mal de gens sont partis, et dont moi. Donc, j'ai commencé à m'entraîner un peu plus dans le Nord, dans d'autres clubs. Je tournais un peu partout, dans tous les clubs de la région pour essayer de prendre en compétence. J'ai atterri dans un club de boxe à Hénin-Beaumont, où j'ai passé quelques mois, où j'en ai pris bien, j'ai bien pris cher. Ils tapaient super fort, les gars. Mais c'était une bonne expérience en anglaise. Et ensuite, j'ai laissé un petit temps de pause et je me suis dit, bon, bah, là, franchement, ici, ça va être compliqué pour le MMA. Si tu veux faire ça, faut que tu bouges, quoi. Donc, je me suis lancé. Après, je suis parti à Paris. Après, après 3 4 ans de pratique. Chose comme ça. Et donc, tu m'as dit que tu avais eu une carrière amateur, justement. Plus de 20 combats, c'est ça? Et une vingtaine, on va dire. Une vingtaine. D'accord, bah, c'est intéressant parce que j'ai pas pu les trouver sur, justement sur Tapologie. Ah, c'était à l'ancienne, en fait. À l'ancienne, quand on arrivait, il n'y avait rien du tout qui était renseigné, hein. T'arrivais, en fait, t'avais même pas d'examen médicaux, hein. T'arrivais avec un billet de 10 euros, tu le donnais à l'organisateur, il disait, OK, je t'inscris sur quelle catégorie tu veux être. T'allais te taper, hein. Parfois, on disait que les règles elles changeaient. Parfois, c'était pas du pancras, c'était du MMA, parce qu'à l'époque, le MMA était interdit. C'était un petit peu, entre guillemets, c'était pas du tout aussi cadré qu'aujourd'hui. Donc, les combats sont plus difficiles à trouver. Mais j'ai majoritairement combattu sur le circuit amateur français, avec le Road to Contenders, avec les circuits de Montrouge, les tournois de Montrouge, où j'ai beaucoup combattu. Ça a d'ailleurs été mes derniers combats en amateur. J'ai aussi combattu sur la zone en Belgique, tu sais, à Mhm. l'époque du BMMAF. Donc j'ai pu pas mal combattre en amateur quand même, mais c'était pas du tout dans le aussi carré qu'aujourd'hui, hein. C'était vraiment aléatoire. Parfois tu tombais sur un mec qui était super fort, qui avait 50 combats. Parfois tu tombais sur un mec qui venait de commencer. C'est vraiment aléatoire. Et, c'était une bonne expérience. C'était quelque chose qui m'a beaucoup aidé à me construire. Ah ben justement, c'était ma prochaine question. Est-ce que c'était une volonté de ta part, justement, de faire ce parcours amateur? J'imagine que tu aurais pu passer en pro directement, peut-être aussi? Non, pas du tout, parce qu'en fait, justement, ça, c'est plus réservé aux gens qui ont déjà des gros bagages techniques Hmm. en combat. Moi, c'est pas le cas. Je suis arrivé autour de 21 22 ans. J'avais aucune formation en combat, si ce n'est quelques bagarres rapidement, quelques visionnages de vidéos de boxe. J'avais absolument aucune formation au combat, donc ça prend un peu de temps à se former au combat. Ça prend même beaucoup de temps. Faire partie d'élite, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Tu regardes la plupart des combattants qui sont champions aujourd'hui, ils ont commencé très tôt. Ils ont pas forcément fait du MMA très tôt, mais ils ont commencé les sports de combat très tôt. C'est pas mon cas, donc j'ai besoin d'accumuler de l'expérience. C'est pour ça que ma carrière pro n'est pas parfaite non plus, parce que j'ai commencé tard et du coup, j'ai beaucoup de choses à rattraper. Et mon parcours amateur, si je l'avais pas fait, ça aurait été désastreux en professionnel. J'aurais pas du tout eu les compétences pour assumer au début, que ce soit les compétences physiques, que ce soit les compétences techniques, que ce soit le mental. J'avais pas du tout les armes à l'époque pour assumer tout ça. Ah, c'est vachement intéressant. Si tu avais, toi, un conseil à donner à justement les prochaines générations qui veulent se lancer dans le MMA, ça serait quoi, toi, le message que tu as à leur faire passer? La première chose à faire, c'est trouver un club de confiance, puisque mine de rien, un mauvais coach, ça peut te détruire ta confiance en toi, ça peut vraiment te flinguer, que ce soit. En fait, il peut te niquer dans tous les domaines, hein. Il peut te flinguer ta technique, vu qu'il ne te fera pas progresser, il peut te flinguer ton physique, il peut te flinguer ton mental aussi. Il faut vraiment trouver le bon entourage. Une fois que tu as le bon entourage, il faut y rester et juste vous entraîner sérieusement. Vous entraînez tout le temps, en fait. Vous restez discipliné. Ça veut dire, il n'y a pas de période où vous venez pas pendant un mois, il n'y a pas de période où vous faites un entraînement par semaine. Vous restez discipliné, vous gardez votre rythme et forcément, vous allez vous démerder. Vous allez forcément progresser. Même des mecs qui avaient des niveaux moyens, qui étaient motivés, qui avaient juste la motivation, qui s'entraînaient vraiment régulièrement, qui sont restés comme ça sur beaucoup d'années, ils ont progressé, ils ont atteint un bon niveau. Parce qu'en fait, c'est juste ça. C'est soyez discipliné, trouvez votre club de cœur, trouvez un club de qualité, soyez discipliné et vous allez monter. Il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de secret du tout. Et Mathieu, moi, je t'ai connu au travers donc de la chaîne Ibra TV.
avec les combats, sur les stades de foot. À T'étais, l'ancienne. ouais, à l'ancienne, t'étais l'arbitre? Ouais, c'est ça. À l'époque, j'ai commencé en tant qu'arbitre. Et ensuite, j'ai développé un petit peu plus avec Ibra. Et aujourd'hui, je suis arbitre et matchmaker de toutes les vidéos que tu vois sur YouTube depuis déjà quelques années. C'est intéressant. Comment ça s'est fait que tu sois arbitre justement et pas combattant dans cette organisation? Parce qu'aujourd'hui c'est une organisation, le YFC. Pour pas être combattant. Bah ouais, en fait, c'est une organisation qui est underground, entre guillemets, Oui, pour résumer. C'est une organisation où il n'y a pas de professionnels, où il n'y a pas de, même pas d'amateurs, c'est vraiment un peu de la bagarre, en fait, entre guillemets, même si on a un forum MMA, on a des règles et tout ça, c'est des formes de sparring dur, mais en fait, c'est un plus ou moins de la bagarre. C'est pas forcément quelque chose qui m'intéressait moi, parce que j'étais concentré sur ma carrière, et voilà, j'avais une priorité sur le combat, sur le vrai combat encadré avec les fédérations, tout ça, et c'est pour ça que je me suis concentré sur ça. et justement d'arbitrer, j'imagine tu prends du plaisir à le faire. C'est quelque chose Ouais. qui aujourd'hui peut-être, c'était une question que je voulais te poser, peut-être l'après-carrière. Est-ce que tu aimerais être arbitre de MMA? Je sais pas, tu vois, parce que moi je trouve ça vachement intéressant de te voir arbitrer et tu le fais très très bien. Et j'imagine que aujourd'hui tu as emmagasiné beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, même si bien sûr je te compare pas au grand arbitre, tu vois. Non, Euh, ça, c'est vraiment le ultra haut niveau hmm. ultra haut du panier. Et par contre, c'est vrai qu'en termes de compétences d'arbitrage, j'ai pas forcément les compétences. Quand j'ai commencé, j'ai les compétences qui étaient justement, je me calquais sur les modèles des gros arbitres les plus connus. Mes compétences, elles étaient franchement correctes. C'était pas parfait, hein. C'est très dur d'être parfait sur l'arbitrage. Parfois, tu arrêtes un peu trop tôt, parfois, tu arrêtes un peu trop tard. Mais en général, il vaut mieux arrêter trop tôt que trop tard. Moi, c'était plus mon cas, j'arrêtais un petit peu trop tôt. Sur la chaîne, on n'a pas eu d'accident de personnes qui ont pris vraiment de gros dégâts à la tête ou de gros dégâts, de grosses blessures. Et c'est en partie grâce à moi et au reste de l'équipe. Et parfois, je regarde des combats des arbitres qui sont censés être formés, des arbitres qui sont censés avoir des connaissances en combat, qui sont censés passer tout un parcours, par tout un processus d'apprentissage ultra poussé, et je les vois, ils sont nuls à chier. Ils sont nuls à chier, ils mettent en danger les combattants. Les mecs, ils se prennent des knockdowns ou des KO, ils les font se relever, ils arrêtent le mec pendant 5 secondes, ensuite ils le refont combattre. Ils font des trucs bizarres, ou ils arrêtent le combat trop tard, ou le mec il tape, ils arrêtent pas. Parfois, je vois des erreurs qui sont vraiment cruciales, des erreurs qui sont vraiment monumentales, et des erreurs que j'ai jamais faites moi en tant que débutant arbitre. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant de noter. Maintenant, est-ce que j'aimerais en faire ma carrière? Pas du tout, hein. Franchement, c'est juste à la base, c'était pour dépanner Ibra. Aujourd'hui, c'est aussi parce que c'est un kiff et parce que j'aime bien travailler avec l'équipe de l'YFC. Donc, l'équipe de l'YFC, c'est Ibrahim, c'est Ismaël, son frère, c'est Pierre, c'est Zambiev, c'est tous les mecs qui s'occupent des combats et de la chaîne YouTube d'Ibra. Et c'est un vrai kiff de travailler avec eux, c'est pour ça que je le fais, sinon je le ferais pas. Hmm. Et ça me fait très plaisir d'être avec eux et de pouvoir de faire des combats, être au cœur du combat. Quand tu es fan de combat, t'aimes bien être au cœur du combat, hein. Pas trop non plus souvent parce qu'il faut se reposer, il faut se concentrer sur ce qui est vraiment important, c'est-à-dire la carrière. Mais c'est bien d'être dans le milieu du combat assez souvent, quoi. Et justement, quand tu fais arbitre avec eux, t'as un parallèle, tu le dis, t'es concentré, t'es focus sur ta carrière de combattant. Mhm. Est-ce que t'as pas peur que ça entache un peu, tu vois, parce que quand ça a commencé, le MMA, c'était même pas légalisé, tout ça, tu vois, le rapprochement que je veux faire entre les Là, deux? ça, il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais tu vas comprendre rapidement pourquoi c'est très hypocrite, justement, les gens qui disent que ça entache ma carrière ou que c'est n'importe quoi, c'est du clandestin. Déjà, tu vois, l'UFC, Kimbo Slice est devenu une superstar. Alors qu'il sortait de rien. Il avait aucune formation en combat, il était juste boxeur dans la rue. Il est devenu superstar. Ned Diaz, bagarre de rue, superstar. Je t'en prends d'autres. Je te Masvidal, prends Georges Masvidal, Masvidal, combat dans le même style que Kimbo Slice, bien sûr. superstar. Je t'en prends, il y en a plein d'autres. Des mecs qui ont commencé entre guillemets dans la rue et qui sont finis à l'UFC. Justement, l'UFC surfait sur cette image de combattant de rue. Il y en a plein. Dans les organisations, pareil, il y en a plein. Tu prends, comment ça s'appelle, Paul Uniavero, pareil. Hmm. Il combat sur la chaîne, il gagne plein d'abonnés, mais il combat aussi sur le circuit amateur à côté. Et Ramzan, aujourd'hui, même Ramzan Ramzan, pareil, Dambiev. Ramzan, Paul, c'est des mecs qui ont développé une énorme communauté grâce aux rues, entre guillemets, comme on les appelle, puisqu'en fait, c'est du MMA de rue, et derrière, ils assurent quand même en combat. Donc, en fait, parfois, les gens, quand ça les dérange, qu'on parle de nous, ils vont dire oui, c'est pas bien, c'est du clandestin. Par contre, quand il faut mettre
en valeur des gens sur les médias partout, dire oui, c'est très très bien, il a très bien combattu sur la chaîne d'Ibra et tout. Là, ça change de discours. En fait, ça dépend des moments, ça dépend des gens, ça dépend des intérêts des gens. Mais nous, ça a toujours été cool. Ça a toujours été une bonne chose. Les gens qui sont passés chez nous, ils ont toujours kiffé. Et ça s'est toujours bien passé. Et toi, justement, tu combats donc. T'as combattu à l'YFC. Grâce à ça, je crois que tu as eu la passerelle. Enfin, tu as gagné ton combat et donc tu as pu aller au Bellator. Mais avant toute chose, Non, la passerelle, c'est une passerelle, hein, t'as raison. ouais. Mais avant, je voulais revenir. Tu commences donc en professionnel au 100% fight. Tu as combattu Wissam Ouais. Akmouche. Donc, tu as perdu. C'était ton premier combat. Moi, je voulais revenir sur comment tu l'as vécu en sachant qu'après, je crois qu'il y a eu le Covid, non? Revenu en 2021. Ah ouais, 2 ans quand même d'activité. Je pensais que c'était moins long, tu vois. Ouais. Bah, d'accord, ça t'a paru moins long. Ok. En tout cas, Ouais, ça va pas com- moins long. bon, comment tu l'as vécu et c'est intéressant, tu vois, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire que ton parcours, il est bien, tu vois, t'es sur du vert et tout, mais ça a pas été le Non, cas dès le ça n'a début. pas été facile tout le temps. Voilà, explique-nous un petit peu ton mindset, quoi. Mais en fait, c'était, comme je te l'ai dit avant, c'était, comme j'ai commencé relativement tard, mon parcours il est imparfait, je dois forcément toucher comme ça, des trucs qui sont difficiles pour moi, forcément toucher du rouge, parce que j'avais pas forcément toutes les qualités quand j'ai commencé pour assurer dans tous les domaines du MMA. Wissam, il était très très fort en grappling, c'est un truc sur lequel je pêchais au début, parce que je travaillais pas mon sol, hein. Au début, quand je suis arrivé à Paris, j'avais pas de sol, hein. J'avais très très peu de sol. C'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup avec Benoît et avec d'autres mecs ultra haut niveau. Et ouais, ça a fait très très mal, parce que tu commences ta carrière pro. En fait, moi j'avais fini ma carrière amateur sur je sais pas combien de victoires d'affilée. Mes deux derniers combats en amateur, c'était 2 KO, un en 1 minute 30, et le deuxième c'était en 6 secondes. Tu vois, je m'étais dit, je finis ma carrière amateur en me disant je suis invincible, en fait, je vais défoncer tout le monde. Et j'arrive en pro, je me fais rétamer par une clé de cheville dégueulasse, entre guillemets, tu vois, au premier round, au bout d'une minute. Ouais. Donc ça m'a vite calmé. Ça m'a vite directement, ça m'a calmé, ça m'a mis un peu les idées au clair. J'ai fait, ah ouais, en fait, t'as des qualités, mais t'as aussi des gros défauts qu'il faut absolument travailler. Donc j'ai pris mon temps pour les travailler, puis après je suis revenu plus balèze, quoi. Et même quand je suis revenu, après, pareil, il y avait encore des choses qui étaient trop à travailler, qui n'étaient pas parfaites, puisque j'ai repris un rouge au Bellator, quoi. Ouais, et voilà, donc tu combats donc à l'YFC, tu gagnes donc ta place pour aller au Bellator. Là, clairement, aller au Bellator aussi rapidement, est-ce que c'est quelque chose que tu avais envisagé? Comment tu l'as vécu? Malheureusement, ça s'est pas passé, je pense, comme tu le veux, mais en sachant que c'était un combat où tu as montré une qualité, je trouve que tu as montré que tu avais du cœur et que tu reculais pas devant l'adversité. Et par la suite, tu pars à l'Hexagone. Cette défaite au Bellator, t'en as tiré quoi? Bah, elle était très formatrice. T'as raison déjà sur un point, c'est que en fait, c'est très rare d'arriver au Bellator avec si peu de combats. Ouais, J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir y arriver si tôt, c'était grâce à Ibra, hein. C'est grâce au parcours que m'avait proposé Ibra avec l'YFC, avec notre partenariat avec le Bellator. S'il n'était pas là, je l'aurais pas été. Maintenant, est-ce que j'étais surpris d'y accéder vite? Non, parce que je me dis forcément que je vais toucher des grosses orgas, vu que je suis discipliné, je m'entraîne très sérieusement depuis longtemps avec un entourage de qualité. Donc, je n'étais pas surpris de toucher une grosse orga. Ça m'a pas impressionné plus que ça. Je m'étais vraiment dit que c'était la place qui me revenait, même si j'avais un palmarès qui était relativement pas fourni. Et cette défaite, elle a été très très formatrice, puisqu'en fait, c'était justement, j'étais très à l'aise sur ce combat. Je me sentais vraiment encore une fois invincible en fait en striking. Je me disais bon bah personne peut me prendre, je vais casser n'importe qui. Et en fait, en prenant trop la confiance, je me suis fait toucher et j'ai perdu le combat sur ça. Donc avec du recul, je me suis dit en fait personne n'est invincible. Il faut que tu fasses attention quand même à pas prendre trop la confiance. Et ça a été encore une fois une bonne leçon. Donc là, j'ai pris une bonne leçon en striking, j'ai pris une bonne leçon en grappling. Et c'est des leçons qui sont vraiment, je crois que c'est salvatrice le mot, je sais plus, Mm. qui sont vraiment bénéfiques pour moi. Parce que ça m'a permis de relever mes gros défauts et je les ai travaillés énormément suite à ça. Et j'ai bien réussi mon parcours depuis. Et justement, en plus, pour rappel, c'était, je crois, le premier Bellator en France, hein. C'était C'était la le premier carte où Bellator en il y avait Check Congo en main event, c'est ça? c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, par la suite, tu signes à l'Hexagone. Est-ce Mhm. que, à la suite de cette défaite, c'est pas là que se ferait la connexion avec Daniel Warin? À tout hasard. Ou c'était bien avant déjà? Ah non, 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 en fait, Daniel, j'ai rencontré dès mon début pro, en fait, hein. Dès mon début D'accord. pro, dès que je suis venu à Paris, je l'ai rencontré, je suis avec lui depuis le début de ma carrière professionnelle. C'est lui qui m'a tout appris en
striking, dans tout ça. C'est lui qui m'a tout réglé. Donc, c'est pour ça que je dis que même avec un entourage de qualité, au début, Mhm. quand t'as pas beaucoup d'expérience, bah, le coach peut pas tout rattraper, hein. Même si le coach est surdoué, même si le coach est le meilleur, il peut pas tout rattraper, hein. C'est aussi à toi de ton côté de travailler, et c'est ce que j'ai fait. Et donc, ben voilà, en 2022, l'Hexagone MMA, là, tu as enchaîné 3 victoires, donc 2 au premier round et un au deuxième. Voilà, t'es que de la finition. C'est un style, ça, vraiment, qui tient à cœur de terminer tes adversaires. C'est un peu obligatoire, hein. De toute façon, c'est pas que mon style à moi, c'est vraiment tout le style de l'équipe. Toute Hmm. l'équipe est comme ça, que ce soit Benoît, que ce soit Romain, que ce soit Jurik avant. Tout le monde tapait super dur, tout le monde voulait vraiment toujours finir ses combats. Parce qu'en fait, les gens, ils aiment pas les gens ils aiment pas les combattants qui prennent leur temps, qui sont lents, qui réfléchissent trop, qui offrent pas de spectacle. Nous, on est vraiment dans l'objectif de terminer le gars en face, parce que c'est comme ça qu'on est sûr que le combat. En fait, on assure la victoire par une domination totale. Et rien de mieux que KOT un mec ou bien de l'étrangler pour être sûr que tu es gagné, quoi. Quand tu laisses les juges choisir le gagnant, il y a toujours un risque. Quand tu assommes le mec ou qu'il est en train de dormir, il n'y a plus de risque, hein, c'est toi le gagnant. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on vise, qu'on met la priorité sur ça. On n'essaie pas de gagner au point, on essaie vraiment de gagner par finish. Et suite au Bellator, c'est marrant, c'est que c'est là que je me suis vraiment débloqué, c'est que j'ai pris mon adversaire le plus dangereux juste après mon combat de ma défaite au Bellator. Et c'est là que je me suis encore plus développé. Donc l'étape Bellator, elle était vraiment très très bonne pour moi. Et la team Moirin, vous êtes clairement aujourd'hui ben, une grosse team. Qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ben, de par les performances de Benoît, il y a beaucoup de lumière. Bah ouais, c'est ça. En fait, Benoît, c'est vraiment le fer de lance de l'équipe depuis longtemps déjà. C'était le premier à combattre, je crois, au sein de l'équipe de Daniel. Et aujourd'hui, c'est celui qui est le plus haut. Donc ça nous tire tous vers le haut, ça nous galvanise un petit peu. On voit tous Benoît monter, on est tiré en fait, tout simplement. Quand tu as un entourage de qualité qui réussit, t'as envie d'être à la hauteur de cet entourage. Donc forcément, tu donnes toutes les armes pour. Tu essaies vraiment de tout donner pour être au niveau, quoi. Et le fait d'être avec des gars comme ça, un entraîneur de ultra haut niveau, des collègues de ultra haut niveau, avec Benoît, avec Romain, avec anciennement Juric, ça te montre, en fait, t'as forcément envie de performer. Et là, j'ai vu passer des stories. Pareil, tu vas se parer avec Nassourdine Imavov aussi? J'ai pu- Ouais, depuis récemment, là, je m'entraînais un petit peu avec Nassourdine, ouais. J'imagine que pareil, c'est pour t'améliorer tout ça. C'est ça, bah en fait, j'ai vu qu'il était maintenant qu'il était libre, donc on pouvait s'entraîner avec lui parce qu'avant il était un petit peu bloqué vis-à-vis de son ancienne équipe. Mm. Là, il est plus ouvert au niveau des sparring, donc c'est forcément comment ça s'appelle, un atout intéressant. Il est en 84 kilos, il fait partie de l'élite mondiale de ma catégorie. Donc c'est vraiment une grosse chance pour moi de pouvoir m'entraîner avec lui, de pouvoir tester un peu mon niveau, de pouvoir voir mes qualités, voir ses qualités à lui, et de pouvoir apprendre potentiellement mutuellement de l'un sur l'autre. Donc si je peux moi l'aider, s'il peut prendre mes compétences pour monter, et que si moi je peux pareil, je peux utiliser ses compétences pour monter, c'est bénéf bénéf, et c'est vraiment un sparring de qualité. Et un Par petit- contre, il tape dur, hein. Ouais, bah, justement, j'allais te demander. Alors, je sais, on en a parlé en off, mais t'es sur la chaîne Karaté Bushido, justement, vous faites des analyses, des débriefs de combat et tout. J'imagine que vous ferez une analyse de ce combat. Qu'est-ce que tu penses, toi, du combat face à Dolidze pour Nassourdine? Bah, Nassourdine, il a largement les armes pour gagner. En fait, Nassourdine, il a un profil vraiment particulier. Il a un profil où il peut gagner quasiment contre tout le monde, en fait. Il a vraiment un profil où il a un style quasiment, selon mon ressenti, qui est quasiment parfait, dans le sens où il est très mobile. Il sait garder la distance, il sait mettre la pression au bon moment. Il a un cardio qui est quasiment illimité. Donc, en fait, si jamais il arrive à maintenir le mec à distance, dans l'optique qu'il arrive à maintenir à distance de l'Isée, il peut gagner contre lui ou il peut gagner contre n'importe qui en striking. Maintenant, forcément, l'endroit où ça pêche, c'est la lutte et le sol. Parce que Dolidze, c'est vraiment le haut du panier en termes de grappling. Et en termes de lutte, il est vraiment pas mal non plus. Il est très physique aussi. Mais si Nassourdine, il arrive à garder sa distance, s'il arrive à mettre la pression, s'il arrive à mettre son jeu de boxe anglaise, garder la distance, piquer, sortir, il va rien faire du tout, le Dolidze. Maintenant, s'il se fait amener au sol, si l'autre il pourrit le combat, forcément il y a un risque. Mais bon, il est intelligent, il est conscient, il est très conscient de ça. Donc il travaille énormément cet aspect-là du combat, et franchement, il a toutes les armes pour gagner.
On en revient à toi, Mathieu. Du coup, Daniel Warin en tant que coach, euh, je crois que tu fais partie aussi de la Bulgarian Top Team. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah forcément, tu as une équipe très solide. À long terme, tes objectifs, c'est d'aller dans l'organisation aux trois lettres. Bah, moi, j'aime pas trop vivre dans le futur. Ok. J'aime vraiment me concentrer sur le présent. Il y a quelqu'un qui avait dit, ça sert à rien de penser au passé parce que c'est déjà passé, tu peux pas toucher. Ça sert à rien de penser au futur parce que ça arrivera demain. En fait, la seule chose qui est vraiment importante, c'est ce que tu fais maintenant, là, tout de suite, c'est le présent. Et surtout, quand tu parles de tes projets, quand tu parles de ce que tu veux faire, souvent, ça se réalise pas. Parce qu'en fait, quand tu dis ce que tu veux faire, tu es déjà content de l'avoir dit que tu allais le faire. Alors que quand tu dis rien, quand personne n'attend rien de toi et que tu arrives, tu défonces tout, là, les gens, ils te remarquent. Donc, j'aime pas me projeter. J'aime bien vivre au présent et juste me concentrer déjà sur le combat qui arrive là. Eh ben justement, on va en parler le 10 février 2024. Donc la ceinture de l'Hexagone MMA face à un solide adversaire en la personne de Laïd Zerouni. Comment tu te sens et qu'est-ce que ça fait bah, de combattre pour cette ceinture, l'Hexagone, en sachant que c'est diffusé sur RMC, c'est une organisation majeure en France, donc ça va être vu par toute la France entière. Je pense qu'on attend tout ce combat. Moi personnellement, j'attends aussi ce combat avec impatience. Laïd, qui est un adversaire redoutable, vous avez un point commun, vous avez perdu tous les deux au Bellator aussi. Voilà. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que les gens aiment vraiment la violence, parce que tu vois, ils savent que Laïd, il est violent, moi je suis violent, donc Ah ouais. forcément, ils savent que ça va péter. C'est- Et j'entends beaucoup de gens dire, c'est le combat qu'on attend vraiment, parce qu'ils savent que ça va être un combat qui risque d'être rapidement violent. Et en tout cas, je me sens en pleine forme déjà. Je me sens déjà limite prêt à les combattre maintenant, là. Je suis impatient de pouvoir, je pense pour la ceinture, récupérer ce qui m'est selon moi dû, parce que j'aurais dû combattre pour la ceinture déjà en septembre. Donc pour moi, cette ceinture, elle aurait dû être déjà autour de ma taille, et j'ai qu'une envie, c'est d'aller là-bas et de montrer, de rétablir l'ordre des choses. Et Laïd, justement, t'en penses quoi, toi Ouais, bah de toute façon, tu sais, très rarement j'ai eu affaire à des adversaires qui n'étaient pas redoutables sur papier, hein. On m'a Ouais, toujours c'est mis, vrai. la plupart du temps, j'ai toujours été entre guillemets l'outsider. Là, une nouvelle fois, ça va certainement être moi parce que Laïd, il a beaucoup plus d'expérience. Il a quasiment, il me semble, une vingtaine de combats. Ouais, Je sais c'est plus ça. trop son palmarès. Alors que moi, j'en ai même pas 10. Donc, souvent, j'étais déclaré perdant d'avance. Ça sera certainement le cas et j'aime bien déjouer les pronostics. Donc, moi, ça me pose pas problème. Des mecs durs, j'en ai affronté déjà beaucoup et pour moi, c'est qu'un de plus. Il a des qualités, c'est sûr, euh, mais j'en ai aussi et je doute pas que mes armes me permettront de gagner le combat. Bon, en tout cas, ça va être un beau combat, quoi qu'il en soit. Ne manquez pas le combat donc de Mathieu Leto Duclos Ça va face à. péter! Ouais, c'est ça, ouais, exactement, ça va péter et ça va. Je pense que ça va être un premier round de malade. Donc voilà. Faudra voir qui a sur la carte aussi. Je suis curieux. La carte, elle est pas encore terminée, je crois. J'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait Hmm, sur la carte. Je t'avoue, moi, je suis moyennement l'actualité. En hmm, fait, là, je suis un peu obligé maintenant parce que je suis avec Karate Bushido. Mais sinon, je suis pas trop les. Je me concentre vraiment sur moi-même ou bien sur sûr. vraiment l'entourage qui est proche, tu vois, sur le noyau de mon équipe, c'est-à-dire bah, Benoît, Ibra, Romain, tout ça. Mais sinon, j'avoue, je check pas trop. Et Ibra, justement, bon, je crois que là, il s'est blessé apparemment lors d'un sparring. J'ai pas suivi l'actualité. C'est quand il va quand même combattre du coup, ça. On sait pas du tout, on sait pas du tout. On Ok, verra, ok, on verra la suite. Là, juste là, il s'est fait opérer, comme il avait dit dans sa story, et il d'accord. attend de voir comment ça va récupérer son œil, et puis tout sera établi en fonction de comment il récupère. J'espère sincèrement, en tout cas, qu'il pourra récupérer, qu'il pourra Bien sûr. s'entraîner, qu'il pourra faire son combat et faire ce qu'il avait prévu de réaliser en 2024. Ce serait pour moi vraiment excellent, parce que aujourd'hui, on est tous super choqués de ce qui est arrivé, quoi. Et Ibra, un petit mot sur lui, son niveau, parce que ben, les gens le connaissent pas trop en fait. On n'a pas trop de vidéos de lui, à part, je crois, quelques sparring et quelques vidéos sur YouTube, mais de combat à proprement parler. C'est d'autant plus frustrant de cette blessure Hmm, parce qu'en fait, on le voyait justement en train d'évoluer, mais à un rythme de malade. Il avait vraiment une progression qui était fulgurante. Bon, attention, il a encore beaucoup de travail, il est encore très cru, il est encore très raide. Il y a encore beaucoup de choses à travailler, mais il était vraiment dans une période de progression qui était très, très impressionnante, au point où je le voyais à l'époque, je voyais plutôt Greg l'emporter de par son expérience, de par sa connaissance du MMA en général.
Et aujourd'hui, je voyais clairement Ibra gagnant, parce que trop d'armes qui se développent trop vite, plus la fraîcheur physique, plus la fraîcheur mentale. Il avait trop de compétences pour gagner le combat. Moi, je voyais vraiment Ibra l'emporter sur ce combat. Et ben, j'espère qu'il aura l'occasion de prouver que j'ai raison en 2024. Eh ben, en tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite et un bon rétablissement du coup si, s'il y a une opération. Pareil, je voulais parler avec toi de Romain Desbiens. Je sais que tu es très proche de lui, que vous vous entraînez régulièrement. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur Romain? Bah, Romain, c'est un super gars, hein. Il est un petit peu à mon image, c'est-à-dire qu'en fait, il a commencé le MMA, pareil, assez tardivement, et il a eu un parcours un peu en dents de scie, parce qu'en fait, au début, il n'avait pas forcément le bon suivi, il n'avait pas forcément les compétences pour être complet dans les combats. Aujourd'hui, je pense qu'il a trouvé son équipe de cœur. Ça fait plaisir de voir qu'il performe énormément, parce que depuis qu'il est avec nous, il fait que gagner. Je crois qu'il n'a pas perdu une seule fois depuis qu'il est avec nous. Il fait que gagner, et surtout, il fait que KOT tout le monde. Il progresse énormément. Et pareil, c'est un plaisir de l'avoir dans l'équipe. C'est un sparring de qualité, c'est un mec de qualité. Bon, par contre, il faut pas vivre avec lui parce qu'il fout le bordel. Il fout le bordel dans la maison, il fout le bordel quand tu es en camp avec lui. Mais à côté de ça, c'est un mec en or. Donc voilà, je suis très content qu'il a intégré l'équipe, Voirin. Et puis j'espère qu'il pourra aussi, lui aussi monter très 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 haut, encore plus haut qu'il est aujourd'hui. Bon, en tout cas, c'est tout ce que je vous le souhaite à tous. Et puis ben, tout ça qui est tiré par le maestro Daniel Warin, Exactement. qu'on ne présente plus. Ben, tu vois, j'ai appris lors de cette interview que justement il était avec toi depuis tes débuts. Donc ben, j'imagine que c'est une arme redoutable. En plus, ben, comme tu l'as dit, tu as travaillé de ton côté. Euh, Daniel Warin, pareil, un petit mot sur Daniel. C'est une énorme chance que j'ai eu de rencontrer Daniel. En plus, je l'ai rencontré par hasard, parce qu'au début, je n'avais pas forcément vraiment analysé son profil de cité avant d'aller m'entraîner au Venom. Et je m'en suis rendu compte après vraiment de la taille du bonhomme, du parcours qu'il avait, du CV. Et en fait, j'étais encore plus impressionné. Et tu le ressens au quotidien. Et surtout, ce qui est super bien avec Daniel, c'est que franchement, c'est un boss. En termes de coaching, on est sur un des meilleurs, je dirais même un des meilleurs mondial. Mais il se comporte comme un mec normal, lambda, tu vois. Il n'est pas à faire le showman, il n'est pas à vouloir apparaître partout dans les médias. Il est le premier à dire, ouais, les médias, j'ai pas envie de faire, ça me saoule. Et tu vois, il est vraiment très très simple. Et c'est excellent de l'avoir avec nous, puisqu'il arrive à rester humble. Pareil, il nous fait aussi rester humble quand on s'emballe. Donc franchement, c'est le parfait équilibre entre coaching bien discipliné et le côté humble, le côté terre à terre, le côté normal. Et franchement, aujourd'hui, si Daniel il me disait qu'il arrêtait de coacher, je pense que j'arrêterais aussi ma carrière de MMA derrière, parce que je me verrais pas continuer sans un coach de. Je suis trop habitué à la qualité, en fait. Je suis trop habitué à la qualité, et je pense que je la retrouverai dans aucun coach français, malheureusement. Je dis pas qu'il n'y a pas de très très bons coachs français, attention. C'est juste que moi, de mon côté, ce que je recherche chez un entraîneur, je pense que je ne le trouverai pas autre part que chez Daniel. Et Mathieu, toi, si tu es dans la catégorie des middleweight, Hmm. est-ce que c'est une catégorie où tu vas y rester tout le temps? Parce que je crois que t'es quand même grand, t'es quand même lourd. Ouais, je suis quand même assez Justement, lourd. tu parlais tout à l'heure de 100 kilos, sans forcément savoir combien tu pèses, mais est-ce que c'est une catégorie que tu vas rester Ouais, longtemps? ouais, je vais rester dedans. Je vais rester dedans longtemps. À l'époque, quand j'ai commencé le MMA, j'étais monté au maximum à 113 kilos, donc j'étais quand même assez lourd. Donc, j'ai naturellement une bonne carcasse. Tu vois, même si je suis tout maigre, je serai forcément lourd. Je suis pas du tout un mec léger dans la vie. Je suis 1m93 déjà, donc un mec d'1m93, c'est forcément lourd. Et à côté, on va dire, quand je mange vraiment bien, je suis au-dessus de 95, parfois largement. Parfois, j'avoisine les 100 kilos, donc forcément, je pourrais pas descendre en 77. Je suis pas non plus assez lourd pour être en 93. Le 84, c'est vraiment l'équilibre parfait pour moi. Et je suis encore en train de vieillir. Je suis encore en train d'avoir la. Quand j'aurai vraiment atteint mes 30 ans, là, j'aurai mon physique définitif avec ma masse musculaire définitive, avec ma densité osseuse définitive. J'aurai vraiment tout le physique du daron, quoi. Et du coup, là, je saurai vraiment ma catégorie, mais pour moi, elle est déjà figée sur 84. C'est sûr à 99%. Et je pose cette question à tous les combattants. Est-ce qu'il y a un adversaire que tu aimerais affronter dans ta catégorie de poids? Tu vois, sans forcément que ça se fasse, hein. Ouais, Mais si tu avais la ouais, possibilité demain d'affronter un combattant de l'élite, ça serait euh, lequel? j'aurais bien aimé éclater Adesanya, moi. Ok. Ouais, j'aurais bien aimé lui mettre la même que Strickland, hein. Parce que j'aime pas du tout son attitude. Pour moi, il a pas du tout comment ça s'appelle, la carrière du champion.
Il est très très bon techniquement, attention, c'est un excellent combattant. Il est très 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 beau à regarder combattre. Franchement, il a un style de combat qui est magnifique. Maintenant, en tant que personne, c'est une horrible merde, pour dire les termes. Il est horrible. Donc bon, pour moi, il a pas du tout la carrière d'un champion à côté, l'identité d'un champion. Et, bon, il a pu le prouver à de nombreuses reprises. Bon, je dis pas les détails, même si Oui, oui, bien sûr. il y a il y a un peu de zoophilie, il y a un peu de racisme, il y a un peu de tout, hein. Et franchement, il est passé par tous les trucs un peu bizarres. Pour moi, il mérite vraiment pas d'être, euh, d'être ce qu'il est actuellement. Et est-ce qu'on t'a souvent comparé un peu à Jiri Prochaska? Ouais, on me l'a déjà dit souvent, on m'a déjà demandé de faire la même coiffure que lui, j'ai refusé Ouais, à chaque fois. c'est vrai, parce que je trouve qu'il y a un petit air, moi j'y ai pensé Ouais, justement, même dans le ouais, physique et tout, bon, vous n'êtes pas dans la même catégorie, mais d'accord, on ouais. te l'a déjà dit. On me l'a déjà dit plusieurs fois, on m'a déjà dit, en plus j'ai même un peu, parfois j'ai les mêmes styles de combat, Ben, on m'a déjà dit plusieurs ouais. fois que j'ai les mêmes styles de combat, j'étais parti m'entraîner dans Suisse avec Volkan pour un de ses camps d'entraînement, Volkanos Demir, et il avait dit que je ressemblais à Jiri en termes de physique, en termes de technique, et même dans la vie de tous les jours, j'étais un peu ouf aussi, donc il était vraiment comme Jiri, toi. Tu Et t'enfermes pas dans une maison dans le noir pendant 48 heures quand non, même. j'ai déjà pensé, mais je fais des trucs bizarres, je fais des trucs bizarres aussi, mais j'ai pas fait ça. Allez, ça marche. Bon, ben super. Mes voisins doivent se dire que je suis assez fou quand même. C'est possible. T'as pas lu son livre là, le code du karaté Bushido, je sais pas quoi. Alors, lui, c'est les Neuf Anneaux. Je crois que le livre qu'il avait vraiment marqué, c'était les Neuf Anneaux. Je crois que c'est ça, hein, il me semble. Je l'avais acheté, mais je l'ai perdu. Je l'ai foutu chez moi quelque part et je l'ai pas retrouvé. Attends, je vais vérifier 2 secondes. Je crois que c'est les Neuf Anneaux, hein. Ouais, il me Mm. semble, et il y a aussi le livre je crois, d'un empereur ou d'un samouraï, c'est pour ça que j'ai dit le Bushido. Enfin, il a, Ah, oui, je crois savoir ce que c'est. C'est l'art de la guerre de Sun Tzu. voilà, tout à fait. Ok, bon, je vois que quand même, t'as été bien renseigné, donc voilà, donc la ressemblance, elle est pas non plus L'histoire. inappropriée, quoi. Incroyable, incroyable. Ok, bon ben voilà, on a Mathieu Leto Prochaska, quoi. Bon, je suis pas tchèque. Je suis pas tchèque du tout. J'ai juste des origines polonaises. Bon, c'est pas très loin de la République tchèque, donc ça m'étonnerait qu'on soit cousins, mais on sait Super. jamais. Mathieu, je te remercie d'être venu sur After Fight, d'avoir mis en avant ta personne ainsi que ben, toutes celles de la team Warin. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Je vais te souhaiter force et pour le combat, ben, voilà, que le meilleur gagne. Franchement, vous allez, quoi qu'il en soit, nous livrer une belle guerre. Et peu importe, victoire ou défaite, vous en sortirez tous les deux grandis. Ça fait avancer le MMA et ça fait plaisir vraiment d'avoir cette opposition. Moi, j'avais croisé Laïd à justement un événement de MMA et j'avais dit que c'est le combat que je veux voir. Je veux devoir affronter Mathieu. Donc, quand il y a eu l'annonce de ce combat, mais je suis hypé, quoi. Voilà. Bah, t'inquiète pas, moi je suis hypé aussi en tout cas. Je suis très très hypé. Et j'avais eu l'occasion de croiser en plus l'équipe de l'Aïd Ouais. hier à un La événement bonne école amateur de Montpellier. MMA. Ouais, on avait déjà eu l'occasion d'échanger. On était allé s'entraîner là-bas. À l'époque où je sais pas si l'Aïd y était, mais pas au moment où j'y suis allé. Et une équipe très sympa. Benoît il s'est entraîné plusieurs fois là-bas aussi, donc on a des bons rapports avec eux. Super. Mais bon, comme tu dis, le MMA, il y a forcément un gagnant, un perdant. Et comme tu l'as dit, que le meilleur gagne, hein. Super. Avant de clôturer justement l'interview, chez After Fight, il y a la tradition, c'est le five, c'est un petit quiz de 5 questions. Mathieu, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt toujours. KO ou soumission? KO, Entraînement ou combat? combat, Cardio ou musculation? cardio, Coca normal ou Coca zéro? de l'eau, Et ton repas préféré hors diète? black and white burger. Ah, ok. J'ai vu que tu étais hier en plus, non? Ouais. C'était hier avant-hier? Je suis allé avant-hier, j'y suis Ouais. allé. C'était le dernier, ça y est. Euh, Là, franchement, bah, il y aura peut-être encore. Là, on est le 10. Ouais, je dois retourner dans le Nord voir madame demain. Du coup, je pense qu'on va faire un dernier restaurant. Et après, j'ai 2 mois de diète où je vais devoir faire vraiment attention. Super. Mathieu, merci à toi encore une fois. Je te Merci laisse à toi. le mot de la fin. Si tu as des personnes, des sponsors, peu importe, je te laisse le mot de la fin pour terminer l'émission. Bon, bah, t'inquiète pas. De toute façon, j'ai déjà parlé de tout mon entourage maintenant. Mes sponsors, pareil, je les mets en valeur tout le temps. Donc, t'inquiète pas. Tout le monde.
À la limite, allez vous abonner à mon Instagram, comme ça vous verrez mon entourage, vous verrez mes sponsors et tout ça. Et puis voilà. Et aussi sur Karate Bushido, la chaîne secondaire, les gars, si vous Exactement. voulez un peu vous diversifier, voir des nouveaux analystes du MMA, ben voilà, ça sera mis dans l'espace de description, donc allez-y. Voilà. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup à toi aussi.